Je suis aussi un peu piquant et provocateur, donc j'aurais pu mettre une belle photo de la skyline de Paris, mais j'ai mis une photo de la skyline de Londres. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'en fait, la plupart de tous ces grands bâtiments, mais au contraire de ce que je vois à Paris, ils sont faits en acier. Donc on voit aujourd'hui des nouveaux bâtiments qui sont faits en acier. Donc si on va à la Défense, on a la Tour des Deux, on a l'Ermitage. Donc je vois que les choses commencent à venir aussi à Paris, mais voilà, quand je regarde Londres, ça m'inspire un petit peu. Notre mode de vie, je dirais moderne, que l'on a aujourd'hui, est basé sur une utilisation assez intensive de l'acier. On retrouve de l'acier dans les bâtiments, même dans les bâtiments en béton. Vous retrouvez de l'acier dans vos voitures, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les canettes, les couverts, vos casseroles, votre machine à laver. On a de l'acier partout. Mais aujourd'hui, on doit changer la façon dont on approche la construction et le bâtiment. Si on veut avoir une chance que la génération suivante puisse avoir le même mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, ici, un beau petit slogan marketing. L'acier est le matériau le plus recyclé sur la planète. En fait, l'acier est un matériau qu'on peut séparer très facilement d'autres matériaux. Pourquoi? Simplement avec un aimant, on arrive à identifier quels composants sont en acier et quels composants ne le sont pas. Donc ça, c'est le premier point. Il est très facile de récupérer l'acier. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'on est capable de récupérer un matériau que ce matériau sera recyclé. Donc dans les années 70, la filière acier a créé ce qu'on appelle les fours électriques. C'est-à-dire, c'est une façon de faire de l'acier, mais sans utiliser du minerai, simplement en récupérant de vieux aciers et en les refondant. Et donc, la filière a donné une valeur commerciale aux déchets acier. Et donc, cette valeur commerciale est tellement importante que, je dirais, de nouveaux métiers se sont créés pour récupérer un maximum d'acier et le revendre aux industriels qui produisent de l'acier. Alors, dans le mot recyclage, il y a beaucoup de gens qui parlent de recyclage. Ma définition du recyclage, dans recyclage, il y a cycle. Ça veut dire que pour dire qu'on recycle un matériau, on doit récupérer ce matériau et en refaire le même matériau. Sinon, ce n'est pas un cycle, c'est de la valorisation. Alors, je ne dis pas que c'est mal, c'est très bien de valoriser les matériaux, mais pour recycler un matériau, il faut refaire le même matériau. Alors, dans le monde de la construction, on a deux matériaux qui se recyclent énormément, c'est l'acier et le verre. Donc les deux industries sont organisées pour récupérer les déchets, donner une valeur commerciale aux déchets et en refaire le même matériau. Alors, beaucoup de gens parlent de solutions vertes pour le bâtiment. Alors, c'est quoi une solution verte? Alors, beaucoup de gens vont vous parler du cycle de vie. Chaque expert va vous donner sa définition propre, le pourcentage que vous allez avoir à gauche, à droite. On parle aujourd'hui, dans le titre de la séance de ce soir, de matériaux biosourcés. Donc, on prend le bois au milieu. Alors, il est clair que le bois a une image verte. Je me souviens des séries américaines où on voyait le bûcheron canadien couper ces arbres, gros arbres dans la forêt. Ensuite, ils étaient jetés dans la rivière. Ils séchaient dans la rivière pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils descendaient la rivière et ensuite, on faisait une construction en bois avec. Bien sûr, on ne peut pas battre ça d'un point de vue environnemental. Je dirais, faire plus environnemental que ça, ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre filière bois en Europe, c'est ça? Mais non, aujourd'hui, la filière bois en Europe, ce n'est pas ça. Le bois, il est coupé, il est séché à la vapeur dans des fours, il est transporté sur de longues distances. Donc non, ce n'est pas ça, l'empreinte carbone du bois aujourd'hui. Alors, j'ai demandé à mes équipes de regarder un peu ce qu'on pouvait trouver, je dirais, sur le marché en termes de European Product Declaration. Donc aujourd'hui, tous les industriels ont ce genre de document qui donne quelles sont les valeurs environnementales des différentes solutions et des différents matériaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pu trouver? On a pu trouver énormément de choses sur le béton qui sont tout à fait crédibles. Donc,
on analyse les documents, on analyse la filière béton, on voit comment ils recyclent, comment ils valorisent leurs matériaux, on regarde les chiffres, quand on creuse, qui sont derrière, on voit des choses crédibles qui sont là et qui donnent des valeurs. On voit la filière acier, mais on voit aussi la filière est organisée pour récupérer les déchets, le recyclage, les industriels publient leurs émissions de CO2, donc les documents qui sont là sont crédibles. Aujourd'hui, sur le bois, je n'ai pas encore pu trouver de documents que je considère crédibles. Alors pourquoi? Aujourd'hui, la plupart des documents que je trouve, mais on a l'arbre qui pousse, donc qui absorbe du CO2, on coupe l'arbre, donc on commence avec un matériau qui a un CO2 négatif, donc ça tout à fait correct, je pense que les publications sont correctes, mais ensuite, toute la filière, elle disparaît. Donc toute la filière bois, entre le moment où je coupe l'arbre et je fais mon élément de structure pour le bâtiment, mon plancher et ma façade, elle disparaît. Donc toutes les étapes industrielles ne sont pas publiées. Et ensuite, il y a une valorisation du bois. Alors si on prend les EPD allemandes, c'est simple. Tout le bois d'Allemagne, en fin de vie, est brûlé dans un petit Lander en Bavière pour faire de l'électricité. Alors j'ai demandé à mes équipes pourquoi est-ce qu'ils vont là. En fait, c'est l'endroit où il y a la plus vieille usine électrique à charbon d'Allemagne. Et donc, ils substituent la production électrique au charbon par le bois. Et ils ont à la fin un élément qui est CO2 négatif. Donc globalement, plus on va utiliser de matériaux dans le bâtiment, plus on va être environnemental. Ce sont des documents que moi je ne trouve pas crédibles. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pu vous montrer une comparaison entre différentes solutions techniques, acier, bois, béton, parce que je n'ai pas trouvé, pour la partie bois, quelque chose de crédible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé ces EPD. Donc ces EPD vous donnent la valeur de production des différents matériaux. Mais notre filière de construction, ce n'est pas seulement la production du matériau. On doit transporter le matériel, on doit construire le bâtiment, on doit éventuellement rénover le bâtiment pendant sa phase de vie. Ensuite, on a la fin de vie. Comment gérer la démolition, la déconstruction du bâtiment et comment gérer la valorisation et le recyclage des bâtiments. Donc beaucoup de méthodes ont été développées pour pouvoir prendre cela aussi en compte dans l'équation. Alors ici, on a essayé de faire un exercice sur l'impact CO2 dans un bâtiment en France. Donc on a demandé à des sociétés externes de dimensionner un bâtiment de bureau R+8, 2 étages inférieurs, en béton. Donc ils ont fait plusieurs, je dirais, variantes possibles béton. La meilleure option béton en termes d'environnement, on ne parle pas de coût, on parle d'environnement CO2, c'était poteau et poutre préfab en béton armé, noyau central en béton et dalle alvéolée précontrainte. Donc c'est la solution qui permettait d'optimiser, je dirais, la quantité de béton utilisée dans le bâtiment. Ensuite, on a demandé à des bureaux d'optimiser une structure mixte. Alors je dis bien que c'est une structure mixte, ce n'est pas une structure acier, donc c'est une structure dans laquelle il y a de l'acier et du béton qui travaillent ensemble afin d'optimiser au mieux l'utilisation des matériaux. Alors, poutre cellulaire, noyau central en acier, plancher mixte. De nouveau, ce n'est pas la solution la moins chère, c'est la solution qui minimise le bilan carbone du bâtiment. Et ensuite, on les a comparés. Et on a vu qu'il y avait une différence assez énorme entre les deux bâtiments. Donc, les deux colonnes à droite que vous avez ici, ça, c'est la solution acier après la construction. Donc, lorsqu'on a fini de construire le bâtiment, ça, c'est la solution béton
lorsqu'on a fini de construire le bâtiment. Ensuite, on a la phase d'utilisation du bâtiment. Et en fin de vie, on démolit le bâtiment. Le bâtiment béton, on récupère l'entièreté du béton, on le broie, on récupère les armatures, on récupère les câbles de précontrainte, on recycle l'acier, on valorise le béton. Dans la structure mixte, même chose. On démolit le bâtiment, on récupère la partie acier, on broie le béton, on valorise le béton. Et là, on voit que la différence s'accentue encore entre les deux. Alors, Stelligent, c'est une nouvelle division du groupe ArcelorMittal où on a commencé à regarder la construction un peu d'un différent regard, différent œil, différent angle. On a arrêté de se soucier des composants de la construction, on a arrêté de se soucier du matériau et on a commencé à regarder le problème dans son ensemble, c'est-à-dire le bâtiment, mais pas seulement le bâtiment dans son environnement et dans l'environnement urbain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un bâtiment soutenable, c'est juste un bâtiment avec le taux de carbone le plus bas? Bien non, je ne suis pas d'accord avec ça. Un bâtiment soutenable, c'est un bâtiment qui combine toute une série de critères économiques, environnementaux bien sûr, et sociaux. On ne doit pas juste prendre en compte le bilan carbone des matériaux qui vont être utilisés, mais on doit prendre en compte l'entièreté des impacts du bâtiment, des matériaux, de la construction et de l'utilisation du bâtiment dans son environnement urbain. Alors, si je prends quelques critères, mais le trafic des camions et la nuisance des chantiers, comment peut-on diminuer l'impact de la construction sur nos réseaux urbains? Bon, vous vivez tous à Paris, vous connaissez les embouteillages ici, mais les chantiers, c'est une catastrophe. Ça crée énormément d'embouteillages, ça crée énormément de flux de camions, de camionnettes, charrois de matériaux. Donc pour moi, c'est un des critères de demain qui va nous permettre de minimiser l'impact de la construction sur nos villes. Il est tout à fait possible d'estimer le nombre de camions qui vont devoir être amenés sur un site de construction à la phase de pré-design du bâtiment. Aujourd'hui, vous faites le dessin du bâtiment, les bureaux dimensionnent les bâtiments, les entreprises de construction font leur offre, et le nombre de camions, c'est une conséquence de tout ce qu'on a décidé avant. Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible d'estimer ça au moment du design, pour pouvoir se dire, OK, je suis à la Défense, je n'ai pas d'accès chantier, je n'ai pas de place sur mon chantier, je veux minimiser au maximum le nombre de camions. Donc, je vais choisir la solution technique la mieux adaptée à mon bâtiment pour pouvoir diminuer ce nombre de camions. Alors ici, c'est un exemple, le début, je dirais, d'une solution, c'est utiliser la meilleure solution technique. Alors, si je reprends le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, mais si je regarde les camions que l'on doit amener, mais pour construire l'horizontale du bâtiment, donc la partie plancher du bâtiment, je peux réduire par 97% le nombre de camions que je dois apporter sur site si j'utilise un plancher collaborant. Je mets presque 100 fois plus de mètres carrés par camion que lorsque j'utilise des dalles alvéolées. Autre chose, allez plus vite. Plus votre chantier sera rapide, moins l'impact sur les voisins, sur la circulation, va être important. Ici, de nouveau, sur l'exemple que l'on a pris tout à l'heure, la solution mixte, elle se construit 2 fois plus vite. Alors, il n'y a pas de secret. Pourquoi? C'est simple, le temps de grue. Ce qui va limiter la construction d'un bâtiment aujourd'hui, c'est le temps de grue. Avec des dalles alvéolées, mais chaque dalle doit être prise séparément et positionnée séparément à la grue. Avec un plancher collaborant, mais on amène un fagot
Et ensuite, les planchers sont positionnés à la main, c'est-à-dire que la grue peut être utilisée pour faire autre chose. On peut accélérer de manière significative le chantier. Alors, la durée de vie de nos constructions. Alors, tout le monde va parler de durabilité des matériaux, corrosion pour l'acier, attaque organique pour le béton. Si je regarde certains, je dirais de nos bâtiments en France, on a ici la Tour Eiffel, 1889, elle est toujours là. Donc le problème, je dirais, de durabilité ne vient pas du matériau. On peut très bien avoir des structures tout à fait durables en acier. Si je prends le viaduc de Millau, on a ici les grandes piles sont en béton, elles ont été faites et conçues pour durer dans la longueur. Si je sors un peu de la France, 1779. Donc ce pont n'a quasiment jamais été rénové, il est là. Donc le problème de durabilité aujourd'hui de nos bâtiments ne vient pas des matériaux qui sont utilisés. Notre problème de durabilité des matériaux, c'est la flexibilité de notre bâti. On voit que les bâtiments ne sont pas assez flexibles, que les bâtiments ne correspondent plus à l'attente des utilisateurs, et donc les bâtiments sont démolis et un nouveau bâtiment est remis. Donc qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on conçoit un bâtiment? C'est d'essayer d'augmenter le plus possible sa flexibilité. Alors comment augmenter la flexibilité d'un bâtiment? C'est essayer de sortir les éléments, donc c'est ma vision personnelle, essayer de sortir les éléments structurels du volume utilisable du bâtiment. Si vous voyez la structure à gauche, c'est un bâtiment à Londres, de nouveau. Mais là, on a des portées de 16 mètres, sans poteau, sans rien. C'est-à-dire que l'utilisateur du bâtiment va pouvoir avoir des plateaux libres, il va pouvoir découper son bâti, mettre les salles de réunion où il a envie de les avoir, mettre les bureaux, mettre les open space, mettre ce qu'il veut où il a envie de le faire. L'ouverture dans les poutres, où on a des ouvertures partout, mais permet une flexibilité totale. Je vois beaucoup de chantiers ici, en France, mais aussi dans d'autres pays, où on va faire un trou dans la poutre, là où on doit passer la gaine technique. C'est tout. Pourquoi? Parce que faire des trous comme ça partout, c'est plus cher. Oui, c'est peut-être plus cher, mais lorsqu'on va vouloir modifier le bâtiment, le fait d'avoir toutes ces ouvertures va pouvoir nous permettre de passer ce qu'on veut, des conduites additionnelles, etc. Ici, on voit deux autres types d'architecture où il va être beaucoup plus compliqué de réaménager l'intérieur du bâtiment. Pourquoi? On a ces poteaux ici, à l'intérieur du bâtiment, mais qui ne vont pas permettre d'aménager le bâtiment comme on veut. Donc il faut le plus possible designer et dessiner des bâtiments qui vont pouvoir être adaptables et modifiables. Alors, le point suivant, l'économie circulaire. Beaucoup de gens parlent d'économie circulaire. Dans le bâtiment, si on veut aller vers l'économie circulaire, on va devoir réutiliser les matériaux des bâtiments que l'on démonte ou que l'on démolit pour faire des nouveaux bâtiments. Alors quand je questionne les gens dans la rue, tout le monde me dit oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Quand je questionne les entreprises de construction, elles vont dire oui, c'est très compliqué, on n'arrivera pas, comment requalifier les éléments? Oui, ça ne va pas être simple, mais ce n'est pas la première fois, je dirais, dans l'histoire que de grands experts n'ont pas toujours les bonnes visions des choses et de ce qui va se passer dans notre économie. Alors, ici, des exemples. Techniquement, il n'y a aucun problème à réaliser ce genre de choses. Bâtiment à gauche, construit en 1958. Donc, il y a 80 ans, 70 ans, pardon, il y a 70 ans. En 2008,
il a été démonté et reconstruit à Prague. Donc techniquement, ce n'est pas nouveau. On ne doit pas réinventer quelque chose pour pouvoir faire ce type d'opération. Autre pavillon, de nouveau, Expo 58, reconstruit en centre commercial Belgique en 2008. Alors vous me direz, ça c'est des petits pavillons, c'était juste pour faire un exemple. Mais vous verrez, exemple suivant, bâtiment beaucoup plus important, Cour de justice de la Commission européenne à Luxembourg. Dominique Perrault a décidé, pour refaire ce bâtiment, de réutiliser l'entièreté des éléments structurels du bâtiment pour faire son nouveau bâtiment. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a démonté le bâtiment, pièce par pièce. Donc on a récupéré l'entièreté de la structure acier du bâtiment. On a malheureusement dû démolir les parties en béton. Elles n'étaient pas démontables, c'était du béton coulé en place. Donc on a démoli les parties béton, on a récupéré les armatures. Et ensuite, on a retraité l'entièreté de la structure. Alors, il n'a pas fait un bâtiment à l'identique. On a réutilisé les matériaux. Si vous voyez ici, il y a une ancienne connexion qui est là, qui n'est plus utilisée, mais on a réutilisé l'entièreté des éléments structurels pour faire un nouveau bâtiment. Donc on voit ici, ça c'est le lobby du bâtiment après la reconstruction. Donc c'est techniquement tout à fait possible de réaliser ce genre de choses. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.